Alexis Lacroix, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Les auditeurs de Radio J vous connaissent bien et les lecteurs d'Actu J encore plus, donc on ne vous présente même pas, mais on va présenter votre livre, Le Penseur des prochains jours. C'est aux Presses de la Cité, Le Penseur des prochains jours, c'est Raymond Aron. Raymond Aron, ce que nous lui devons, titrez-vous. On va vous retrouver 2 jours de suite parce qu'il y a tellement de richesse dans la vie de Aron et dans la pensée de Aron. Mais d'abord, ce que nous lui devons, mais que lui devez-vous, vous, à Aron ? Alors, sans doute beaucoup de choses. Je ne me définis pas, vous l'avez compris, parce que je joue carte sur table dans les livres que j'écris. Comme vous, d'ailleurs, on joue carte sur table. Je ne me définis pas stricto sensu comme un aronien. Non. Je ne suis ni Pierre Manante, ni Philippe Reynaud, ni Nicolas Bavrez. Mais vous êtes très attentif quand même à l'aronisme et à ce qu'il nous dit. Voilà, vous avez compris. Et en plus, si je devais me qualifier aujourd'hui, je me qualifierais quand même davantage dans le paysage élargi, disons, d'une social-démocratie républicaine. Et l'aronisme reste attaché pour la plupart de nos auditrices, de nos auditeurs de Radio J, vous le savez Christophe, à la droite républicaine. Mais vous allez quand même, page 96, jusqu'à dire, en fait, Aron, c'est un social-libéral. Voilà. Et là, vous vous retrouvez. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut toujours, quand on fait de l'histoire de la philosophie et des idées, quand on raconte la biographie d'un auteur, d'un philosophe, d'un sociologue, il faut toujours revenir aux matrices. On a tous nos matrices. D'ailleurs, j'en parle là aussi de manière très cash. Ma matrice à moi, c'était ce jeune homme lycéen, au fond très conformiste à sa manière, qui portait la petite main jaune, orchestrée par notre ami Julien Drey. Il y avait le bien, le mal, vous étiez dans le moralisme ? Fondamentalement. Et donc ma matrice vraiment profonde, si je dois me définir par rapport aux idéologies politiques, c'est évidemment la social-démocratie antiraciste. Mais est-ce que Aron vient troubler cela ? Alors attendez, laissez-moi juste répondre sur Aron. Oui. La matrice d'Aron, historiquement, oui. Il est né en 1905 dans une famille juive très assimilée, on y reviendra. Et il fait ses études et il est ensuite très influencé par 2 choses. Le kantisme de la Troisième République, cette philosophie officielle de la Troisième République qui cherche la paix perpétuelle, qui déteste la guerre. Et donc il est pacifiste à la mode d'Alain. Vous savez, Émile Chartier, ce grand philosophe de l'époque qui avait une influence considérable sur la formation des esprits. Il n'aime pas la guerre, il est de gauche, il parle de cette affectivité de gauche. C'est ça l'Aron des origines. Je ne suis pas en train de vous dire qu'après il faut lire toute l'œuvre à l'aune de ces origines-là, mais en revanche, elles sont intéressantes à considérer pour comprendre ensuite le déploiement de sa pensée sur la durée. Nous avons, vous avez, nous avons tous des matrices d'origine, elles remontent le plus généralement à l'adolescence et au lycée. Vous le dites, c'est une pensée qui se déploie dans la durée. Ouais. Pour vous, c'est le Tocqueville du XXe siècle, avec cette portée de vision, cette anticipation ? Christophe, j'aime la formule. Je n'y avais pas pensé, mais j'aime la formule. Car effectivement, vous avez raison. L'une des caractéristiques de la pensée d'Alexis de Tocqueville, c'est d'avoir prédit le règne de l'égalité démocratique. Certains diraient du nihilisme démocratique. Raymond Aron n'a pas prédit cela, mais il a prédit en revanche le fait que nous ne sortirions jamais complètement de l'ère des paix impossibles et des guerres improbables. Nous y sommes en plein d'ailleurs. Nous avons aujourd'hui, au flanc de l'Europe, un conflit qui va durer très longtemps, à mon avis. Vladimir Poutine ne rendra pas les armes, mais l'Ukraine ne gagnera pas. Et nous avons au Moyen-Orient la possibilité d'une extension de conflit qui mettrait très en danger la survie de l'État d'Israël. L'intérêt suprême d'Israël est de ne pas étendre le conflit. Je le dis très cash aussi et très simplement à votre micro. On y reviendra. Est-ce qu'on est en train de sortir de ce paradigme de la guerre improbable ? Est-ce qu'on va vers une guerre probable, y compris une guerre nucléaire ? Est-ce que notre monde nihiliste fou en est là ? Alors, je ne veux pas jouer les Madame Soleil, c'est-à-dire c'est un rôle, vous savez que souvent sur les plateaux de télévision, on incite les commentateurs et les philosophes qui sont présents à jouer. Il est évident qu'il y a, je suis lucide comme vous, sur le monde tel qu'il ne va plus, il y a des ingrédients qui bien sûr nous propose ce scénario dystopique. J'ai lu récemment le livre de Bruno Tertrais, il est très intéressant. Il est absolument évident qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine utilise la menace nucléaire, notamment contre les installations satellitaires, comme une façon de faire pression sur l'Occident pour le mettre à genoux dans son soutien de l'Ukraine. Néanmoins, si on est aronien, comme je le suis aussi devenu, on prend aussi en compte la rationalité de certains acteurs. Je crois qu'il faut distinguer, je vous le dis aussi très cash, entre les différents régimes. La grande erreur des réalistes classiques, Raymond Aron a beaucoup ferraillé avec eux pendant la guerre froide, c'est quoi? C'est de dire tous les régimes,
totalitaires, tyranniques, autoritaires et démocratiques mènent les mêmes politiques étrangères. C'est faux. L'Iran, qui est très dangereux, qui est totalitaire, qui est antisémite, ne mène pas la même politique étrangère qu'une Russie par ailleurs extrémisée, mais qui demeure un régime illibéral classique. Et donc, je boucle la boucle de mon raisonnement, je pense que nous ne sommes pas condamnés à une apocalypse nucléaire déclenchée par la Russie. Il y a encore des restes de rationalité au sommet du Kremlin. Vous célébrez le Haron qui se dresse contre les philosophes fatalistes et au garde à vous devant les verdicts de l'histoire. Oui. C'est une citation de lui. On a aujourd'hui ce risque aussi d'être fataliste et d'être au garde à vous devant ce qu'on subit. Oui. Totalement. Alors je vais vous dire, à chaque époque et à chaque génération, nous sommes peu ou prou de la même génération. C'est-à-dire les hommes nés dans les années 60 et 70. Moi, c'est plutôt le mi-temps des années 70. Vous, c'est la fin des années 60. C'est la même génération. Nous avons tous des épreuves collectives et des tests de vérité. On va le dire très simplement, des moments où se révèlent les tempéraments. Les salauds, les collabos, les courageux. Bon, Aron a eu ça. Et il l'a eu très tôt dans sa vie. Il l'a face au nazisme, au national-socialisme. Que voit-il quand il rentre de son long séjour en Allemagne, entre 30 et 33 ? Il devient papa, Dominique Schnapper, notre ami, naît. Voilà, il devient professeur de philosophie au Havre et il rencontre partout, dans les milieux qu'il fréquente, de la bourgeoisie, moyennement de droite, des gens qui disent « mais il est formidable ce caporal Hitler, il va remettre de l'ordre en Allemagne ». Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens ? Ils bénissent le verdict des faits. C'est-à-dire que le réel leur apparaît souhaitable. Ça, c'est le début de la saloperie, vous voyez, dans l'histoire. Quand on dit « ce qui advient, c'est bien, c'est bien ». Quelle que soit la forme de ce qui advient, a priori, on est d'accord avec ce qui arrive. C'est ça, c'est le panglossisme absolu. Exactement. Et après le 10 mai 40, c'est pareil. Absolument. Or, quelle est l'attitude philosophique fondamentale ? Si on est un homme de progrès au sens très large du terme, y compris de droite naturellement, je ne suis pas sectaire, quelle est l'attitude philosophique fondamentale ? C'est de questionner le réel, c'est de remettre en cause le réel, c'est de dire mais ce qui est n'est pas forcément ce qui devrait être. Or, vous avez raison Christophe, qu'est-ce qui se passe en 1940 ? On ne va pas faire le procès des Français de l'époque, mais quand même, 95% des Français se disent que le maréchal Pétain, les lois antisémites de Vichy, c'est un moindre mal, c'est un accommodement raisonnable avec la réalité imposée par le vainqueur. Ne discutons pas, cette thèse historique, elle existe. Un autre Aron, Robert Aron, s'en était fait l'écho. Toujours est-il que cela a mené à quelque chose d'épouvantable, que bien sûr 40 millions de Français n'ont pas voulu, mais qui a quand même existé sur le sol de France. 75 000 juifs français déportés depuis le territoire national par cette espèce de soumission en quelque sorte, au verdict des faits. Et ça, si vous voulez, chez Aron, c'est fondamental, refuser l'histoire telle qu'elle se fait, car chaque fois qu'on se couche, chaque fois qu'on admet ce qui arrive, eh bien, d'une certaine manière, on peut faire le jeu du pire désastre. Même attitude face au communisme de l'après-guerre. Est-ce qu'il adhère à ce qu'il décrit être la position des Américains ? C'est-à-dire, on ne devient pas communiste volontairement. Quand un individu ou un pays devient communiste, c'est toujours sous la contrainte. C'est sa conviction ? Oui, au début. C'est-à-dire entre décembre 1946 et 1950, il y a la phase d'installation progressive de la menace totalitaire, l'extension de l'Empire soviétique, qui fait tomber un à un les pays, notamment les pays qu'on dira d'Europe de l'Est, c'est une formule impropre, l'Europe centrale, et qui essaye de trouver des dominions partout dans le tiers-monde naissant. Bon. Et donc effectivement au début, il adhère à la diplomatie du dollar. Vous savez, les Américains se disent le seul moyen de stopper l'expansion du communisme, ça a marché d'ailleurs en Grèce et en Turquie, c'est de déverser une manne considérable, le plan Marshall, pour que ces régimes démocratiques chancelants, appauvris, ne tombent pas dans la tentation de Staline. Et au début, ça marche. Et donc Aron accompagne ce mouvement. Mais il se rend compte ensuite qu'il y a des raisons plus profondes. Je les résume, elles sont très simples. Des raisons qui ne sont pas simplement socio-économiques, mais qui sont culturelles et civilisationnelles, évidemment. Et donc sa réflexion se complique. La tentation du communisme n'est pas seulement le fait de gens, de populations désespérées par la pauvreté ou essorées par le capitalisme. Elle est aussi la conséquence de modes de représentation culturelle. Et ensuite, il affinera, si vous voulez, j'allais dire, sa cible. Et cela donnera L'opium des intellectuels en 1955, qui est un grand livre, car c'est un livre de philosophie appliqué à une menace totalitaire. On est en pleine décolonisation et il s'étonne que la gauche réclame la liberté pour l'Afrique et l'Asie, mais pas pour l'Europe de l'Est. Ça, c'est le coin qu'il a enfoncé dans ses intellectuels. Évidemment, c'est-à-dire que si vous voulez, s'il y a un ancêtre des dissidents,
ce grand mouvement des années 70 ou 80 dont nous fûmes les contemporains quand on était enfant, si vous voulez. Les nouveaux philosophes et autres. Voilà, et donc tous ces hommes, de Czesław Miłosz à Václav Beloradski, en passant bien sûr par Václav Havel. Il en est le parrain. Ou Bronisław Geremek. Tous ces hommes disaient, mais attendez, vous nous avez abandonnés. Voilà, les progressistes d'Occident, vous nous avez abandonnés. Et donc effectivement, le grand parrain, le grand ancêtre, l'aïeul, si vous voulez, c'est évidemment Raymond Aron, qui s'interroge sur ce double standard. Liberté pour tel pays d'Afrique, pour la Centrafrique ou la Haute-Volta, mais absence de liberté complète pour les Polonais. À la fin de sa vie, il a cette vision incroyable. Il s'inquiète d'une double dépolitisation, vous le décrivez page 129. Oui. D'un côté, la fin du clivage droite-gauche et des idéologies. De l'autre, la montée du mépris pour les politiques. Voilà. C'est ce que l'on vit depuis 40 ans de manière exponentielle. Oui. Et dont Macron est le fruit. Il a pris une réponse ou il est le... Il a pris le pouvoir parce qu'il y avait cette circonstance-là, et puis il a tenté des réponses. Alors, oui, c'est très juste. Alors, je pense que si vous voulez, aujourd'hui, j'en suis moi-même une émanation. Hein, je joue là aussi carte sur table, je suis un homme très sincère sur les idéologies, il n'y a pas de problème. Je suis peu ou prou quelqu'un qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la républicanosphère aujourd'hui. Vous voyez, cet espace républicain qui va en gros de Bernard Cazeneuve à une droite comme celle de Jean-François Copé. On réfléchit dans ce sens-là. Bon, aujourd'hui, Aron serait avec ce camp-là, ce camp politique. Mais je pense aussi, et c'est ça qui est très intéressant dans votre question, qu'il serait sceptique face à l'effacement des clivages politiques. Autrement dit, il ne croirait pas à En Marche. Il penserait que cette espèce de goubli-boulga, si vous voulez, qui rassemble des gens allant de Stéphane Séjourné à Rachida Dati, ça peut pas fonctionner. Pas pour des raisons fonctionnelles, mais pour des raisons de fond. C'est que les représentations impliquées ne sont pas congruentes, ne se correspondent pas totalement. Et il verrait même dans ces grosses coalitionen à la française, le risque d'une dépolitisation dramatique. Vous savez, j'ai lu l'Aron de la fin, c'est-à-dire l'Aron pessimiste sur la menace soviétique, mais aussi sur le devenir des démocraties occidentales. Il n'est pas que obsédé par l'Union soviétique et les menaces de l'époque. Il pense aussi qu'il y a un effondrement de l'intérieur de la dynamique des démocraties. Pourquoi ? Car dépolitisation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Raymond Aron, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire dans un certain libéralisme, j'allais dire panglossien, comme pour reprendre votre expression, serait très sceptique face à la soumission, voire, si vous voulez, la violation du politique par les multinationales désentravées. Il serait pour réguler, pour le dire clairement, il serait pour réguler le capitalisme, pour l'humaniser, voire pour le contrôler. Alexis Lacroix, Raymond Aron, le penseur des prochains jours. On vous retrouve demain pour parler Israël, judaïsme et antisémitisme. Avec joie. À demain.